Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un roman marquant de Jean-Jacques Rousseau. C'est mon roman préféré du philosophe, un roman épistolaire, Julie ou la nouvelle Héloïse. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre sous un angle psychologique, dans un langage accessible à tous les passionnés de littérature et de psychologie. Je voudrais aussi le faire à travers ma propre subjectivité, ma lecture personnelle. J'ai lu ce livre il y a presque 10 ans et il m'a laissé une empreinte profonde. Ce que je partage ici n'est donc pas seulement une analyse, c'est aussi l'écho intime de cette lecture dans ma vie. On commencera par replacer brièvement Rousseau et son roman dans leur contexte historique, pour mieux comprendre l'époque qui a vu naître cette œuvre. Ensuite, on introduira l'histoire du livre, non pas pour la résumer en détail, mais pour vous donner envie de plonger dans ces pages et d'y faire votre propre expérience de lecture. Puis on se lancera dans une analyse psychologique de l'œuvre, autour de 3 grands axes. L'amour impossible et la fracture sociale, la tension entre passion et raison, l'idéalisation et la chute. Et peut-être qu'à chaque étape, on fera le lien avec nos propres vies, nos conflits, pour voir en quoi ce roman du XVIIIe siècle nous parle encore aujourd'hui. Avant de parler de Julie, il faut dire un mot de son auteur. Parce que Rousseau n'est pas seulement un écrivain parmi d'autres du XVIIIe siècle, c'est une voix à part. Une voix qui a dérangé, qui a marqué son siècle et les suivants. On est alors au cœur du siècle des Lumières. Un siècle où on croit au progrès, à la raison, à la science. Un siècle où Voltaire, Diderot, Montesquieu préparent un nouvel horizon pour l'humanité. Mais Rousseau, lui, ne suit pas ce chemin-là. Il est en marge. Il est méfiant envers cette raison triomphante. Il voit aussi ses dangers. L'orgueil, la vanité, l'oubli de la simplicité et de la vérité intérieure. Et c'est ça qui me touche chez Rousseau. Il est à la fois de son temps et contre son temps. Il écrit au cœur des Lumières, mais il dénonce certaines illusions de ce siècle. Il rappelle que l'homme ne se réduit pas à la raison froide et calculatrice. Il rappelle qu'il y a en nous une sensibilité, une authenticité, un besoin de ressentir, que le progrès ne peut pas étouffer. Rousseau ne rejette pas totalement la raison, il en reconnaît l'importance, mais il refuse qu'elle devienne la seule mesure de l'homme, comme si tout en nous pouvait se réduire à un calcul. Quand Julie ou la nouvelle Héloïse paraît en 1761, c'est une secousse. Ce n'est pas seulement un roman, c'est aussi un phénomène social. Les lecteurs peuvent se reconnaître dans cette histoire d'amour impossible. Ils y trouvent une profondeur d'émotion qu'on ne voyait pas encore dans les romans de l'époque. On raconte même que certains pleuraient en le lisant, que des familles entières se passaient le livre comme un trésor. Et il faut bien comprendre le contexte social. Au XVIIIe siècle, les mariages sont encore largement des affaires d'arrangement. On se marie pour des raisons de fortune, de rang, d'alliance. L'amour, lui, reste souvent en marge. Et Rousseau, avec Julie, ose dire « voilà ce que c'est qu'aimer vraiment ». Avec le cœur, avec l'âme,
au-delà des convenances. Mais en même temps, il montre que cet amour-là ne peut pas s'épanouir librement. Il se heurte de plein fouet aux structures sociales, à la famille, à la hiérarchie de classe. C'est pour ça que ce roman a eu tant de résonance, parce qu'il a touché à une contradiction universelle et intemporelle. Le désir d'un amour sincère et le réel d'un monde qui l'empêche. Et si le roman a fait scandale, c'est aussi parce qu'il donnait la parole à cette passion, qu'il la rendait légitime, qu'il la hissait au rang de vérité intérieure. Et quand je repense à ma lecture de ce roman il y a presque 10 ans, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il m'a marqué. Ce n'était pas seulement une belle histoire d'amour tragique, c'était aussi un révélateur d'une tension entre l'élan intime et le poids du monde. Et c'est ça, au fond, qui donne à ce roman sa force, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le titre du roman nous dit déjà beaucoup. Julie ou la nouvelle Héloïse. Rousseau fait ici référence à l'histoire célèbre d'Héloïse et Abélard, ce couple du XIIe siècle dont l'amour passionné avait bouleversé leur époque. Héloïse était l'élève d'Abélard. Leur relation fit scandale. Ils furent séparés. Et leurs lettres sont devenues un symbole de l'amour absolu, mais aussi du renoncement. En appelant son héroïne la nouvelle Héloïse, Rousseau nous dit qu'on va lire une histoire de même nature. Un amour interdit, passionné, qui se heurte aux lois du monde, mais qui devient en même temps une réflexion sur la vertu, sur le sacrifice et sur le sens de la vie. Lire Julie ou la nouvelle Héloïse, ce n'est pas seulement lire une histoire d'amour, c'est entrer dans une correspondance, dans un monde de lettres, de voix intimes, de confidences murmurées. C'est un roman épistolaire. Tout passe par l'écriture, par des lettres qui circulent entre les personnages. Et tout de suite, ça change tout. Parce qu'on n'a pas l'impression de lire un roman figé. On a l'impression d'entrer dans la vie même des personnages, d'entendre leurs pensées, leurs hésitations, leurs conflits intérieurs et leurs aveux. Ce qu'on découvre d'abord, c'est l'intensité d'un amour. Un amour qui jaillit avec une force irrépressible. Saint-Preux et Julie s'aiment, et on le sent dans chaque ligne. Ce n'est pas une passion mondaine, ce n'est pas une histoire légère. Je dirais que c'est comme une brûlure. C'est un amour ardent. Je veux dire par là que le sentiment prend toute la place. Il traverse le corps, l'âme, et il se dit avec des mots qui peuvent bouleverser le lecteur. On lit leurs lettres, et on a l'impression de toucher du doigt la fièvre même de l'amour, mais tout autant sa fragilité que sa grandeur. Mais très vite, on sent que ce n'est pas une idylle facile. Leur amour est impossible. Il est condamné par la différence de rang social, par la famille, par le regard du monde, des salons et des convenances. Et c'est là que le roman devient poignant. Parce qu'on n'est pas seulement témoin d'un amour, on est témoin d'un combat intérieur. Aimer, oui, mais à quel prix? Et jusqu'où on peut résister au poids du monde? Au fil des pages, on découvre aussi des paysages.
parce que Rousseau, c'est aussi l'écrivain de la nature. Et dans Julie, la nature nous accompagne. Ce n'est pas juste un décor, c'est une présence. Les montagnes, les lacs, les jardins deviennent l'incarnation même des sentiments. On a même parfois l'impression que le paysage parle à la place des personnages, qu'il traduit ce que les protagonistes n'arrivent pas à dire. C'est un roman qu'on lit bien sûr avec les yeux, mais aussi avec les sens. On sent l'air, on entend les ruisseaux, on voit les lumières changeantes. Et cette immersion rend l'expérience de lecture encore plus vivante. Et puis, il y a les dilemmes. Parce que Julie n'est pas seulement une amante passionnée, c'est une femme partagée entre l'élan de son cœur et les devoirs imposés par le monde. Et ça, Rousseau l'exprime remarquablement. Chaque lettre devient un champ de bataille. La passion d'un côté, la raison de l'autre. Le désir brûlant et la voix qui dit « tu ne peux pas ». C'est cette tension permanente qui donne au roman sa force dramatique. On découvre aussi des personnages secondaires qui enrichissent l'histoire. Volmar, bien sûr, figure de la raison froide, presque implacable. Claire, la cousine de Julie, qui apporte une autre tonalité, plus légère, plus vive. Chaque voix ajoute une nuance, une perspective, et rend l'ensemble encore plus complexe. Et il y a quelque chose à souligner. Le roman ne se contente pas de raconter une histoire d'amour. Il devient une méditation sur la vie, sur la vertu, sur le bonheur. À travers Julie, à travers ses lettres, Rousseau nous fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Vivre dans l'élan de ses sentiments ou suivre les règles de la raison. Chercher le bonheur dans la passion ou dans l'ordre d'une vie tranquille. Ce sont des questions universelles et intemporelles qui dépassent largement le XVIIIe siècle. Et donc, quand on lit ce livre, on ne lit pas seulement une intrigue, on entre aussi dans une expérience intérieure. On est pris par les contradictions des personnages. On sent leur déchirement, leurs élans, leurs chutes. Et on se rend compte qu'on n'est pas seulement en train de lire leur histoire, on est en train de lire quelque chose de nous-mêmes. Et moi, quand je l'ai lu pour la première fois, c'est exactement ça que j'ai ressenti. J'avais l'impression que Rousseau rendait explicite mes propres conflits, en quelque sorte. Mes propres dilemmes entre ce que je désirais et ce que le monde m'autorisait. C'est pour ça que je parle de subjectivité. Parce que ce livre ne se contente pas de raconter, il exprime et il imprime quelque chose en nous. Après avoir replacé Rousseau dans son époque, et après avoir goûté à l'ambiance du roman, à travers ses lettres, son atmosphère, ses dilemmes, il est temps maintenant de plonger dans ce qui fait sa force, la psychologie. Parce que Julie ou la nouvelle Héloïse n'est pas seulement une histoire d'amour tragique, c'est aussi une exploration de nos contradictions les plus enfouies. Dans ces pages, Rousseau met en lumière des conflits qui nous habitent encore aujourd'hui. J'ai choisi de les rassembler autour de 3 grands axes. D'abord, l'amour impossible et la fracture sociale.
ensuite la tension entre passion et raison, et enfin l'idéalisation et la chute. L'un des grands ressorts du roman, c'est l'évidence de l'amour et l'évidence en même temps de son impossibilité. Saint-Preux aime Julie, Julie aime Saint-Preux, il n'y a pas de doute, pas d'ambiguïté, et pourtant cet amour est condamné. Pourquoi ? Parce que Rousseau rappelle une vérité souvent oubliée. Aimer ne se fait jamais en dehors d'un contexte. L'amour n'est pas une bulle suspendue hors du monde. L'amour naît d'un contexte, de rapports de force, de normes sociales. Et dans le cas de Julie, ces normes sont implacables. La différence de rang, la différence de naissance et de fortune. Aimer, ce n'est pas seulement une affaire intime, ce n'est pas seulement une rencontre entre deux cœurs, c'est aussi se confronter à un monde extérieur qui juge, qui condamne, qui pose des limites. Et ça, parfois, c'est d'une grande violence psychique. Pour nous, aujourd'hui, ça peut sembler loin, presque archaïque. Mais en réalité, pas tant que ça. Parce qu'on peut tous reconnaître la douleur d'un amour empêché. Pas seulement par des barrières psychologiques, mais aussi par des murs extérieurs, sociaux et culturels par exemple. Combien d'histoires n'ont pas pu exister à cause d'une religion différente, d'une culture différente, ou bien d'un jugement familial, d'un écart d'âge jugé scandaleux, ou bien d'un statut social qui dérange. Et ce que Rousseau montre avec finesse, c'est la violence psychique que ça produit. Parce qu'aimer devrait être une évidence, un soulagement, même un accomplissement. Mais là, aimer devient une faute, une transgression. Comme si le cœur, en s'élançant, commettait déjà une trahison. Julie trahit sa famille en aimant Saint-Preux, et Saint-Preux, de son côté, franchit les limites de son rang en osant l'aimer. Et donc, ce qui devrait être une source de bonheur devient un péché moral. Mais Rousseau ne s'arrête pas là. Il montre aussi l'effet paradoxal que ça produit. Parce que, au lieu de tuer l'amour, cette interdiction l'intensifie. Plus le monde condamne, plus Julie et Saint-Preux se sentent liés par quelque chose d'unique, de presque sacré. Leur amour n'est pas seulement un attachement, il devient un combat, uni. Il devient une épreuve. Et c'est ça qui le rend encore plus fort. L'interdit renforce le désir. C'est presque une loi psychique, si je peux m'exprimer ainsi. L'interdit prend une intensité qu'il n'aurait peut-être jamais eue autrement. Et c'est pour ça que cet amour impossible est si puissant. Parce qu'il vit dans une tension insoutenable entre l'évidence intime et la condamnation sociale. Ce point résonne encore aujourd'hui. Quand quelqu'un aime contre sa famille, contre ses traditions, contre son milieu, il vit exactement ce que Rousseau met en scène. Aimer sincèrement, mais sentir que le monde entier juge cet amour comme illégitime. Cette tension
est une souffrance qui marque une vie entière. Julie est une femme prise au piège d'un dilemme insoluble. D'un côté, il y a Saint-Preux. Il incarne la passion, l'élan vital, la naïveté du cœur. Il est le symbole de tout ce qui rend la vie intense, vivante, inoubliable. De l'autre côté, il y a Volmar. Il incarne la raison, la stabilité, la sécurité. Il est le choix sage. Je veux dire, celui que la famille approuve, celui que la société reconnaît. Et toute l'histoire de Julie, c'est ce balancement entre deux pôles. Mais Rousseau ne nous raconte pas une histoire simple, où la raison serait la bonne voie et la passion la voie dangereuse. Ça serait trop facile. Ce qu'il montre, c'est que chaque choix est une perte. Pour Julie, choisir Saint-Preux, c'est prendre le risque de tout perdre. Sa réputation, son rang, sa place dans le monde. C'est brûler d'un feu qui peut consumer tout le reste. Mais choisir Volmar, ce n'est pas un vrai salut non plus. C'est accepter de sacrifier une part d'elle-même. C'est consentir à une scission intime, à une mutilation intérieure, à une vie où l'essentiel reste au fond du cœur, comme une plaie jamais refermée. Et Rousseau nous montre bien que Julie ne s'en sort pas indemne. Elle finit par accepter Volmar et la raison, mais elle n'est jamais en paix. Elle porte cette situation comme un fardeau. Elle vit avec la douleur de ce qu'elle a perdu, même si elle ne le dit pas toujours clairement. C'est ça qui est touchant. Je veux dire cette paix apparente, qui au fond repose sur un sacrifice intérieur douloureux. Et là, Rousseau pointe du doigt une vérité qu'on connaît tous. Parce que ce dilemme, ce n'est pas seulement celui de Julie, c'est celui de chaque vie humaine. Combien de fois faut-il choisir entre l'élan qui nous attire et la voix qui nous sécurise, entre la passion qui fait vibrer et la raison qui rassure? Et on sait que dans ces choix, il n'y a pas de solution parfaite. Suivre la passion, c'est risquer de tout perdre. Suivre la raison, c'est risquer de perdre une part de soi. Et c'est pour ça que Julie est humaine, parce qu'elle incarne ce dilemme qu'aucune morale ne peut résoudre. Ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des pertes différentes. Et vivre, c'est apprendre à porter ces pertes. Julie, c'est exactement ça. Une femme qui s'est engagée dans la voie de survivre socialement, mais qui a payé cet engagement d'une souffrance intime qui ne s'éteindra pas. Ce qui traverse tout le roman, c'est le rapport à l'idéal. Saint-Preux n'aime pas seulement Julie, il l'élève, il la transforme. Je veux dire qu'elle n'est pas seulement une femme aimée, elle est surtout un idéal. Elle est la nouvelle Héloïse, une figure presque sacrée. Et ça, Rousseau le décrit avec une grande intensité. L'idéalisation, ce n'est pas se contenter d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, c'est l'élever, c'est le sublimer, le charger d'images, d'attentes,
de rêve. C'est projeter sur l'autre une partie de nous dont on n'a pas toujours conscience. L'amour devient un miroir de nous-mêmes, où l'autre n'est plus seulement un être humain, mais l'incarnation de ce qu'on désire au plus haut. Mais Rousseau montre aussi l'autre versant de cette idéalisation, la chute. Parce que l'idéal n'est jamais durable. Il se brise sur le réel. La vie, les circonstances, les contraintes viennent toujours rappeler que l'autre reste un être humain, avec ses limites. Rousseau nous montre que cette chute n'est pas un accident. Elle était en germe dès les premières lettres. Parce que chaque idéalisation prépare une désillusion. C'est inévitable. On a besoin d'idéaliser pour donner un sens à nos vies, mais on ne peut pas rester suspendu dans l'idéal pour toujours. Ce roman nous confronte donc à cette double expérience, l'élévation et la chute, le sublime et le retour sur terre. Et c'est aussi pour ça qu'il nous parle encore aujourd'hui. Parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, a connu cette montée et cette descente, l'envol de l'idéal, puis l'épreuve du réel. Bonsoir mes amis, ce soir on va parler d'une œuvre unique et intime, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir ou redécouvrir ce livre fondateur de la littérature classique sous un angle psychologique. On commencera par replacer brièvement Rousseau et les Confessions dans leur contexte historique, pour mieux comprendre l'audace de son projet d'écriture au XVIIIe siècle. Ensuite, on se lancera dans une présentation narrative de cette autobiographie pour annoncer ce que le lecteur va découvrir, mais sans divulgacher, pour donner envie d'entrer dans cette confession sans précédent. Enfin, on plongera dans une analyse psychologique détaillée de cet ouvrage à travers 3 grands axes que j'ai choisis. D'abord, la honte et la culpabilité. Ensuite, le désir d'authenticité et le désir de transparence. Et enfin, la solitude et le sentiment d'exclusion. Pour comprendre les Confessions, il faut d'abord replacer Rousseau dans son époque. On est au XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières, le siècle des encyclopédistes, des philosophes, du combat pour l'émancipation intellectuelle. C'est un siècle qui croit en la raison, au progrès, en la possibilité d'éclairer les hommes. Rousseau, lui, fait partie de ce mouvement, mais il s'en distingue aussi. C'est un penseur à part. Il est né en 1712 à Genève, dans une famille d'horlogers. Il n'a pas les mêmes facilités sociales qu'un Voltaire ou qu'un Diderot. Il connaît les difficultés matérielles et l'errance. Il connaît aussi la dépendance au protecteur. Et ça, déjà, ça le place un peu en marge des Lumières. Le contexte social, c'est aussi celui d'une Europe très hiérarchisée. La noblesse domine, la bourgeoisie monte, et le peuple vit dans des conditions difficiles. Mais en même temps, il y a une effervescence intellectuelle. Les salons littéraires, les académies, les publications foisonnent. On discute de tout, de politique, d'éducation,
de science, de religion. Rousseau arrive dans ce monde avec une voix singulière. Ses grands ouvrages, je pense au Contrat social, à l'Émile, à Julie ou la Nouvelle Héloïse, en font l'un des écrivains les plus célèbres de son temps, mais aussi l'un des plus critiqués. Ses positions, parfois radicales, dérangent. Je veux dire par là que sa sensibilité, son ton personnel, ses attaques contre la société moderne lui valent autant d'admirateurs que d'ennemis. Et c'est dans ce contexte qu'il se lance dans les Confessions. Il commence à les écrire vers 1765, après avoir connu la gloire, mais aussi le rejet, les polémiques, les condamnations. Il se sent attaqué de toutes parts. Il est brouillé avec Diderot, aussi avec une grande partie des philosophes des Lumières. Il se sent trahi par ceux qu'il croyait ses amis. C'est important de comprendre que les confessions ne naissent pas dans la sérénité. Elles naissent dans le conflit, dans le besoin de dire sa vérité, face à des adversaires qui l'accusent de comploter contre lui. Rousseau écrit parce qu'il veut se défendre, parce qu'il veut se justifier, et aussi parce qu'il veut laisser au monde une image fidèle de lui-même. Historiquement, c'est un projet qu'on peut quand même qualifier de novateur. Je veux dire qu'on est dans une époque où on écrit des mémoires pour se glorifier, pour embellir son portrait. Rousseau, lui, fait le contraire. Il veut montrer ses fautes, ses faiblesses, ses contradictions. C'est ce qui donne à l'ouvrage une intensité unique. Et c'est ce qui en fait un texte fondateur, authentique dans sa démarche. Dans les Confessions, Rousseau ose faire de sa vie, de sa honte, de sa culpabilité, une matière littéraire. Il transforme l'intime en œuvre. Et ça, au XVIIIe siècle, c'est très audacieux. Lire les Confessions, ce n'est pas juste lire un roman ou un traité, c'est avant tout entrer dans une vie. Une vie qui nous est donnée sans masque. Une vie racontée de l'intérieur. Jean-Jacques Rousseau ne cherche pas à construire une belle histoire. Il ne cherche pas à arranger son passé. Il se livre comme il est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. L'œuvre est à la fois confession de ses fautes et reconnaissance de ses qualités. Et dès les premières pages, on est saisi par le ton. Rousseau ne se contente pas de dire « voilà ce que j'ai fait », il ajoute aussitôt « voilà ce que j'ai pensé, ce que je fus ». Il ne veut pas seulement rapporter des faits, il veut se montrer tout entier. Le lecteur découvre l'enfance de Rousseau à Genève. Un enfant privé de sa mère dès sa naissance, élevé par un père horloger, passionné de lecture, mais qui lui aussi disparaît tôt de sa vie. On découvre donc une enfance marquée par la fragilité, par la dépendance, par la perte. Et déjà, il y a des fautes, des maladresses, des mensonges d'enfants qui deviendront des souvenirs obsédants. Puis viennent les années d'errance. Rousseau quitte Genève, il découvre la vie de domestique, de protégé, de copiste. Il croise des figures qui vont le marquer à jamais. Et surtout, il rencontre Madame de Warens, cette femme plus âgée, protectrice et amante à la fois,
qui transforment sa vie. Il y a entre eux une relation ambivalente, pleine de tendresse et de dépendance, où Rousseau cherche à la fois une mère, une guide et une amante. C'est troublant, c'est même parfois dérangeant, mais c'est aussi compréhensible. Je rappelle que Rousseau a perdu sa mère quelques jours après sa naissance. Et il est possible que le manque d'un lien maternel l'ait poursuivi durant une partie de sa vie. Cet épisode m'a aussi rappelé mon entrée dans la vie d'adulte et tout ce que je vous ai partagé sur cette chaîne, sur le complexe d'Oedipe non résolu à l'âge adulte. En avançant, on découvre aussi l'homme qui devient écrivain, qui se fait un nom, qui connaît la gloire. Mais Rousseau ne raconte pas cette gloire comme un triomphe. Il raconte aussi l'envers du décor, les jalousies, les trahisons, les inimitiés. Il aborde ses amitiés brisées, ses relations compliquées avec Diderot, avec Grimm, avec les encyclopédistes. Le lecteur découvre non seulement un auteur, mais un homme en guerre avec son milieu, souvent en conflit avec ceux qu'il croyait ses proches. Et puis, il y a les scènes intimes, celles qui marquent à jamais. Le fameux épisode du ruban. Un petit vol qui se transforme en trahison, en accusation injuste. Une servante punie à sa place et renvoyée. Et Rousseau qui porte toute sa vie ce poids de honte. En lisant ça, le lecteur ne découvre pas seulement un fait, il découvre un homme souffrant de la mémoire de ses fautes. Mais les confessions, ce n'est pas seulement une suite d'anecdotes, c'est une plongée dans une conscience. On voit Rousseau réfléchir à ses désirs, à ses conflits, à ses élans. On voit un homme capable d'une immense générosité et en même temps de lâcheté. Un homme qui veut la vérité et qui se justifie dans son besoin de se défendre. Un homme qui veut l'amour, mais qui finit par se sentir rejeté de tous. Le lecteur découvre une écriture qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un journal, ni des mémoires classiques, c'est un mélange unique. C'est un homme qui écrit comme s'il parlait. Un homme qui veut être cru, qui veut être entendu, et encore une fois, qui veut être aimé. Lire les Confessions, c'est aussi entrer dans une époque. On traverse les routes de la Savoie. On entre dans les salons parisiens. On voit le contraste entre la pauvreté et le monde brillant des philosophes des Lumières. Et le lecteur sent très vite que ce dévoilement a une dimension plus large. Ce n'est pas seulement Rousseau qui parle de lui, c'est Rousseau qui parle de nous, à travers lui. Qui n'a pas connu la honte d'un mensonge? Qui n'a pas ressenti le besoin d'être enfin vu tel qu'il est? Qui n'a pas traversé cette solitude intérieure, ce sentiment d'être en trop? Voilà ce que le lecteur découvre. Une vie racontée avec toutes ses contradictions. Un homme qui se livre sans phare. Un texte qui brouille les frontières entre l'intime et l'universel. Et surtout, une expérience de lecture qui n'est pas confortable, mais qui reste inoubliable.
inconfortable parce que lire les confessions, c'est se confronter à un miroir. Un miroir qui ne renvoie pas seulement le visage de Rousseau, mais qui renvoie aussi, quelque part, le nôtre. On peut aussi voir les confessions comme une sorte de prolongement de Julie ou la nouvelle Héloïse. Dans Julie, Rousseau avait déjà mis beaucoup de lui-même. Ses élans, ses idéaux, ses tensions. Mais il les avait placés dans un roman, derrière des personnages de fiction. Julie, Saint-Preux, Volmar, ce sont autant de miroirs qui reflètent ses propres tourments. Avec les confessions, Rousseau franchit une étape supplémentaire. Il enlève le masque de la fiction. Il ne se cache plus derrière des personnages. Il parle en son nom. Il montre sa vie, son enfance, ses passions, ses fautes. Il ne cherche plus à représenter un idéal, mais à se représenter lui-même, tel qu'il est. Il y a donc une continuité entre les deux œuvres, le même désir de vérité, le même besoin d'explorer les émotions humaines. Mais dans les confessions, tout devient plus cru, plus direct, plus intime. Rousseau parle de lui, directement, sans détour. L'autobiographie est un pas de plus vers la transparence radicale. Après cette introduction de la vie de Rousseau, il est temps de plonger dans ce que les confessions nous disent de l'âme humaine. Pour explorer cette dimension, j'ai choisi 3 grands axes, 3 fils rouges qui traversent tout le texte et qui résonnent encore avec nous aujourd'hui. D'abord, la honte et la culpabilité. Ensuite, le désir d'authenticité et de transparence. Et enfin, la solitude et le sentiment d'exclusion. Le premier point, c'est la honte et la culpabilité. Chez Rousseau, ce n'est pas anecdotique, c'est un fil rouge. Il raconte des épisodes qui le poursuivent toute sa vie. Le plus connu, c'est celui du ruban. Il a une dizaine d'années. Une jeune servante travaille chez sa protectrice. Rousseau vole un ruban. On cherche le coupable. Et lui, au lieu d'avouer, accuse la servante. Elle est punie et renvoyée. Et Rousseau, lui, garde ce souvenir comme une cicatrice qui ne s'effacera jamais. Il en parle dans les confessions comme si c'était arrivé la veille. On peut voir à quel point une faute d'enfant peut marquer toute une vie. Mais ce n'est pas le seul exemple. Rousseau revient aussi sur d'autres fautes. Ses mensonges, ses lâchetés, ses trahisons. Il se trahit lui-même parfois. Et toujours cette honte colle à la peau. Elle revient comme une obsession. Psychologiquement, c'est pesant, comme on peut l'imaginer. Plus encore, Rousseau nous dit quelque chose de fondamental. La honte n'est pas seulement un sentiment passager, elle devient même une part de l'identité. Elle façonne le rapport à soi. Elle transforme la manière dont on se voit nous-mêmes. Je veux dire par là que quand on a honte, on ne se dit pas seulement « j'ai fait une faute », on finit par se dire « je suis fautif ». La honte ne reste pas accrochée
à un acte isolé. Elle se colle à l'image qu'on a de soi. Elle devient un filtre à travers lequel on se juge et parfois même à travers lequel on croit être jugé par les autres. Et il y a aussi la culpabilité. Rousseau ne confesse pas par goût du scandale, il confesse pour se délivrer. On pourrait presque dire pour survivre. Parce que la culpabilité, quand elle n'est pas dite, ronge de l'intérieur. Elle s'installe, elle se répète, elle nous fait ruminer, elle empoisonne. Rousseau écrit pour expulser ce poison. Ses confessions, c'est aussi son exutoire. C'est son moyen de jeter dehors ce qui brûle dedans. Mais cette tentative d'expulsion n'apaise pas toujours, parce que parfois, plus il confesse, plus il est pris dans le filet de sa culpabilité, comme si l'aveu nourrissait encore plus le poids de la faute. Et ça, beaucoup le vivent. Certains souvenirs de honte reviennent sans cesse, même si personne ne s'en souvient autour de nous, même si objectivement, il n'y a pas mort d'homme. Ce sont des fautes minuscules en apparence, mais redoutées par l'enfant ou le jeune adulte qu'on a été. Qui parmi nous n'a pas eu une faute d'enfance, une lâcheté, un mensonge qu'on porte encore en silence, qu'on cache soigneusement aux autres et à soi-même? Rousseau nous dit qu'on n'est pas seulement fait de nos grandeurs, mais aussi de nos petites hontes et bassesses. Et souvent, ce sont elles qui nous poursuivent le plus. Le désir d'authenticité et de transparence, c'est ce qui donne tout son sens au projet des confessions. Rousseau annonce son ambition, se donner tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être, pas tel que les autres voudraient le voir, tel qu'il est, avec ses oppositions intimes, avec ses bassesses, avec ses élans magnifiques, et aussi avec ses ratés. C'est une entreprise courageuse pour son époque. Au XVIIIe siècle, je vous rappelle qu'on écrit des mémoires pour se glorifier, pour laisser une trace flatteuse dans l'histoire. Rousseau, lui, veut tout montrer, même le laid, même l'indigne. Et c'est ça qui fait que l'œuvre se démarque de tout ce qui est écrit à cette époque. Parce qu'on ne lit pas seulement une autobiographie, on lit une tentative désespérée d'authenticité. Mais ce désir a tout de même ses limites. Est-ce qu'on peut vraiment se montrer comme on est? Est-ce qu'on peut réellement atteindre une transparence totale? En lisant les confessions, on sent bien que non. Du moins, c'est mon ressenti. Et à force de vouloir prouver sa sincérité, il peut donner l'impression de vouloir convaincre à tout prix. Comme quelqu'un qui répéterait trop souvent « je suis sincère, je suis sincère ». Et on finit par se dire « mais si tu étais vraiment sincère, est-ce que tu aurais besoin de le dire autant ?» Et là encore, tout ceci n'est que mon interprétation que je vous partage. En tant que lecteur du livre il y a 10 ans, avec ma propre subjectivité, à une époque de ma vie où je n'étais pas encore très mûr. Et puis au fond, qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Montrer tout ce qu'on est? Mais qui peut vraiment le faire? On a tous des zones d'ombre, des secrets,
des contradictions qu'on préfère taire, car trop difficiles à admettre. Vouloir tout dire, c'est peut-être déjà une entreprise impossible. Mais pourtant, Rousseau s'y jette corps et âme. Et aujourd'hui encore, on endure une tension. Au fond, on aimerait être authentique, on aimerait être vu tel qu'on est, mais on sait aussi qu'on fabrique une image. Je parle de l'image de soi, déjà abordée plusieurs fois sur la chaîne. Que ce soit sur les réseaux, au travail ou même dans nos relations intimes, on montre une version de nous-mêmes plus ou moins vraie, plus ou moins arrangée. Rousseau avait senti cette impossibilité. Et dans les Confessions, j'ai le souvenir qu'il a poussé jusqu'à l'extrême cette impossibilité pour la démontrer. Je veux dire par là que j'ai le souvenir qu'en voulant coûte que coûte se montrer authentique, il a démontré que c'était impossible de l'être totalement. Malgré cette sincérité, parfois excessive, Rousseau touche quand même. Et c'est peut-être même cette sincérité excessive qui nous touche au final. Parce qu'on sent que derrière ces justifications, ces explications, sa transparence, il y a un homme qui veut être reconnu, être compris, être aimé tel qu'il est. Et ça, c'est l'affaire de tous. Au fond, on partage ce même besoin. Être vu tel qu'on est. Mais en même temps, on porte aussi cette peur. Celle d'être rejeté si on montre tout. Rejeté par les autres et aussi par nous-mêmes. Rousseau met cette tension à nu. Et c'est pour ça que 2 siècles et demi plus tard, ces confessions continuent de nous parler. Rousseau a été aimé, il a eu des amis, il a eu des protecteurs, mais il a toujours fini par se sentir rejeté, mal compris, trahi. Il raconte ses relations avec Diderot, avec Grimm, avec les philosophes des Lumières, et souvent, ça se termine mal, avec une rupture, avec de la méfiance, même avec une impression de persécution. Rousseau se vit comme un exclu, pas seulement dans les faits, mais surtout dans son cœur. C'est donc avant tout une expérience intérieure. Même quand il est entouré, il se sent seul. Même quand il est reconnu, il se sent incompris. Et ce sentiment devient une blessure qui s'imprime en lui progressivement. Mais une blessure qui nourrit aussi sa sensibilité, son écriture, tout en entretenant une tension constante avec le monde extérieur. Peut-être que chacun de nous a connu ce moment où on s'est senti en décalage, où on n'a pas été comme les autres, où on s'est senti à côté du groupe. Parfois, c'est à l'école. On voit les autres rire ensemble et on reste seul, à l'écart, avec cette impression de ne pas avoir le code. Parfois, c'est dans la famille. On a l'impression d'être l'enfant différent, celui qui ne rentre pas dans le moule de l'éducation des parents, celui qui ne parle pas comme les autres, celui qui ne pense pas non plus comme les autres. Et parfois, cette impression continue à l'âge adulte. Par exemple, nos proches, nos amis semblent à l'aise et épanouis. Et nous, on se sent ailleurs,
comme à l'écart du cours normal de la vie, aussi comme absent de tout ce qui se passe autour de nous. Pour certains, c'est juste une expérience passagère, comme un moment de vie. Mais pour d'autres, c'est une constante, une sensation qui revient encore et encore, peu importe le contexte. Comme s'il y avait une distance naturelle et évidente avec le monde extérieur. Comme si on ne pouvait jamais complètement appartenir au groupe. Chez Rousseau, ce sentiment d'exclusion devient presque une seconde peau. Il ne fait pas que le ressentir, il le pense, il le décrit, il l'analyse et il l'intègre dans sa vision du monde. La solitude fait de lui un observateur de la société, des autres, de lui-même. Et c'est peut-être ce regard de l'exclu qui lui permet de voir plus loin et plus en profondeur. Mais cet isolement n'est pas sans coût, parce que être toujours à distance, c'est aussi être sans cesse sur le qui-vive, toujours en train de se demander « Pourquoi suis-je à l'écart ?» Ou bien « Est-ce moi-même qui m'isole ?» Ou bien c'est la vie et ses circonstances. Toujours en train de suspecter les autres de nous exclure, de nous trahir, même quand ce n'est pas le cas. Et cette méfiance peut vraiment devenir un fardeau, une fatigue de fond. Mais ce que Rousseau nous dit, c'est que cette solitude n'est pas qu'un problème individuel. Elle dit quelque chose de la condition humaine. Je veux dire que être humain, c'est aussi faire l'expérience de l'isolement. De ce moment où on se rend compte qu'on est seul face à soi-même, avec soi-même, seul dans sa conscience. La solitude devient même un moteur créatif pour Rousseau. C'est parce qu'il se sent rejeté qu'il écrit. C'est parce qu'il se sent exclu qu'il cherche à se donner tout entier dans ses œuvres. Et en même temps, cette solitude est une souffrance. Elle l'enferme. Elle le fait souffrir de la méfiance des autres, réelle ou supposée. Et surtout, elle nourrit ses blessures. C'est peut-être ce qui me touche le plus chez Rousseau. Cette expérience de l'exclusion, pour beaucoup, on l'a connue. Chacun à sa manière. Être celui qui ne rentre pas dans la norme. Être celui qui ne se sent pas compris. Ou bien être celui qui pense qu'il est différent, hors du moule de la société. Rousseau a fait de cette douleur un livre. Et c'est peut-être pour ça que, 2 siècles et demi plus tard, on peut encore se reconnaître dans son histoire. Bonsoir mes amis, ce soir on va parler d'un livre où domine la tranquillité. Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir ou redécouvrir cet ouvrage avec un regard psychologique propre à la chaîne. On commencera par replacer brièvement Rousseau et ses rêveries dans leur contexte historique et social, pour mieux comprendre dans quelle période de sa vie ce livre a été écrit. Ensuite, on proposera une introduction narrative de l'œuvre et de ce que le lecteur pourra découvrir en le lisant, afin de donner envie de le lire sans en faire un simple résumé et surtout sans rien divulgacher. Enfin,
on plongera dans une analyse psychologique en 3 temps et que j'ai choisi. D'abord, la solitude devenue refuge, ensuite la nature comme miroir de l'âme, et enfin l'acceptation de la finitude et du temps qui passe. Et peut-être qu'à chaque étape, on pourra faire le lien avec nos propres expériences pour voir en quoi ce texte nous parle encore aujourd'hui. Pour comprendre les rêveries du promeneur solitaire, il faut d'abord se rappeler où en est Rousseau quand il écrit ce livre. Nous sommes dans les années 1776 à 1778, au tout dernier moment de sa vie. Rousseau a plus de 60 ans. Il vit retiré, presque en marge du monde. Il se promène, il écrit, il médite, et ce sont ces promenades, ces pensées solitaires qui vont donner naissance aux rêveries. Mais pourquoi ce retrait? Pourquoi cet isolement? Il faut se souvenir que Rousseau, à cette époque, est un homme brisé par les conflits. Toute sa vie, il s'est opposé aux autres philosophes des Lumières. Il a rompu avec Diderot. Il s'est brouillé avec Voltaire. Il a critiqué le projet de l'encyclopédie. On en avait parlé sur la chaîne quand on avait présenté les Confessions. Il a dénoncé une philosophie qu'il jugeait trop matérialiste, trop rationnelle, trop éloignée du cœur humain. Et en retour, il a été rejeté, caricaturé, persécuté. Ses livres ont été condamnés, interdits parfois. On l'a traité de fou, de paranoïaque. À Paris comme à Genève, il s'est senti traqué. Quand il écrit les rêveries, il ne cherche plus à convaincre personne, ni lui-même d'ailleurs. Il ne se lance plus dans de grands traités. Il ne veut plus réformer le monde. Il se replie dans son intimité. C'est un Rousseau fatigué des hommes, mais pas fatigué de la vie. Et c'est là que naît ce texte si particulier, à la fois testamentaire, contemplatif et humain. Les rêveries du promeneur solitaire, ce sont donc les pages d'un homme qui se sait rejeté, mais qui ne veut pas finir dans l'amertume. Un homme qui choisit de marcher, de se tourner vers la nature et de chercher dans la solitude une paix qu'aucune société ne lui a offerte. C'est ce contexte de rejet social, mais aussi d'apaisement intérieur, qui donne à ce livre sa tonalité unique. On peut aussi voir les rêveries comme l'ultime étape d'un parcours qui avait commencé bien plus tôt. Dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, qu'on a aussi présenté sur cette chaîne, Rousseau avait déjà mis beaucoup de lui-même, mais derrière des personnages de fiction. Julie, Saint-Preux, Volmar étaient les miroirs de ses idéaux et de ses tourments. Avec les Confessions, Rousseau avait franchi un pas supplémentaire en retirant le masque. Il parlait de lui directement, racontant ses fautes, racontant ses passions, ses blessures. Les rêveries prolongent ce mouvement, mais en l'apaisant. Rousseau ne cherche plus à se justifier comme dans les Confessions. Il ne se débat plus dans ses colères. Il contemple. Il accepte. On pourrait dire qu'après la fiction et la confession, vient le temps de la méditation et de l'apaisement. Quand on ouvre les rêveries du promeneur solitaire, on n'a pas l'impression de lire un livre au sens classique. On a plutôt l'impression de marcher à côté de Rousseau.
On marche avec lui, sur les chemins, au bord de l'eau, dans les bois. On l'écoute penser tout haut, se souvenir, observer, méditer. On est face à une voix intérieure. Le livre est composé de 10 promenades. Chaque promenade est un moment de vie, une pensée qui se déroule au fil des pas. On y trouve des souvenirs d'enfance, des réflexions sur le temps, des observations sur la nature, mais aussi des confidences personnelles sur sa solitude et ses blessures. C'est une écriture fragmentée, parfois décousue, mais revendiquée comme sincère. Comme si Rousseau voulait laisser sur papier ce qu'il ne peut plus confier aux hommes. Ce que le lecteur découvre, c'est d'abord un Rousseau plus apaisé que dans les Confessions. Il ne cherche plus à régler des comptes, ou beaucoup moins. Je veux dire que sa posture défensive s'efface progressivement. Il accepte son isolement, et il transforme cet isolement en un espace de réflexion. Il se promène, et ses promenades deviennent des moments de réconciliation avec lui-même. Le lecteur découvre aussi un rapport très sensible à la nature. Rousseau ne se contente pas de la décrire, il la vit de l'intérieur. Une fleur, un oiseau, une lumière de fin d'après-midi deviennent pour lui des expériences d'extase calme. La nature n'est pas un décor, elle est une compagne. Elle lui parle, elle le rassure, elle lui redonne une place dans le monde. Lire ces pages, c'est retrouver cette capacité d'attention qu'on a parfois perdue. Je veux dire, c'est redécouvrir la beauté des choses simples, le détail qui apaise, la présence silencieuse d'un paysage qui nous accueille. Mais il n'y a pas que la nature. Il y a aussi une réflexion intime sur le temps qui passe. Rousseau sait qu'il est à la fin de sa vie. Il regarde son existence derrière lui, davantage avec une mélancolie douce qu'avec l'amertume des années précédentes. Il accepte sa fragilité, il reconnaît sa finitude, et le lecteur, en le lisant, sent que c'est pas la plainte qui parle, mais la sagesse. On y trouve des réflexions sur les souvenirs, sur la vieillesse, sur la mort. Mais elles sont rarement écrasantes. Elles sont dites avec une simplicité touchante, comme un vieil homme qui, en se promenant, accepte de partager sa vie et sa vérité. Ce que le lecteur découvre également, c'est une sincérité rare. Rousseau ne cherche pas à se grandir, ni à séduire, il n'embellit pas sa vie, il parle de sa solitude, de son rejet, de ses douleurs, sans fausseté. Il ne cache pas sa fragilité, il ne cache pas son besoin de paix. On sent un homme qui se montre tel qu'il est, dans sa petitesse et en même temps dans sa grandeur. Lire les rêveries du promeneur solitaire, ce n'est donc pas seulement découvrir Rousseau, c'est aussi se découvrir soi-même. Parce que chacun de nous connaît à sa manière la solitude, la nostalgie, la peur de la fin. Et chacun de nous sait aussi ce que c'est que de trouver un peu de paix dans un paysage, dans une marche, entourée d'arbres et de fleurs. Ce livre nous parle parce qu'il touche à quelque chose d'universel.
le besoin d'apaisement, la quête d'un refuge et surtout la nécessité de se réconcilier avec soi-même. C'est ça, au fond, que le lecteur trouvera en ouvrant ce texte. Pas un traité de philosophie, pas un grand système théorique, mais une voix, une intériorité. L'intériorité d'un homme seul, qui marche, qui pense, et qui parvient, malgré tout, à trouver un équilibre. Une voix fragile, mais authentiquement humaine. Quand on ouvre les rêveries du promeneur solitaire, on entre dans un autre monde. Ce n'est plus celui des confessions, où Rousseau se débat, se justifie, se confesse avec douleur. Ce n'est plus ce torrent de culpabilité, de colère, de blessures qui remontent à la surface. Ici, on sent que quelque chose a changé. On sent que l'homme n'est plus dans le combat, mais dans une forme de retrait. Il s'est mis à distance. Dans mes souvenirs, ces plaintes existent encore, mais elles ne dominent plus le texte. Et dans ce repli progressif, Rousseau découvre un autre rapport à lui-même. À mes yeux, c'est ça qui rend ce livre précieux. C'est un témoignage d'équilibre fragile, à la fin d'une vie tourmentée. Et la trajectoire psychologique en 3 temps qu'on va voir nous parle encore aujourd'hui. Parce que chacun de nous connaît à sa manière la solitude, la blessure et le besoin de paix après les épreuves. Le premier temps de cette trajectoire, c'est justement cette solitude. Rousseau est seul, isolé par ses conflits avec les philosophes, rejeté par les élites, trahi par certains amis et calomnié par d'autres. Sa vie sociale est brisée. Il aurait pu s'effondrer. Il aurait pu devenir un vieil homme amer, aigri, ruminant sans cesse les injustices qu'il a subies. Mais dans les rêveries, il choisit autre chose. Il transforme sa solitude en refuge. Ce n'est plus la solitude qu'on subit, qui fait mal parce qu'on la vit comme un abandon. C'est une solitude assumée, accueillie, même presque désirée. Elle devient un abri intérieur. Rousseau ne cherche plus à convaincre qui que ce soit, ni à réparer ce qui est irréparable. Il se retire tout simplement. Et dans ce retrait, il trouve progressivement un équilibre qu'il n'avait jamais connu avant. La solitude est ambivalente. Elle peut être destructrice quand elle s'impose à nous et qu'on la vit comme une exclusion. Elle peut nous ronger, nous enfermer dans le ressentiment, mais elle peut aussi devenir une source de paix quand elle est choisie, quand on l'habite vraiment. C'est ce que Rousseau nous montre. Il ne fuit plus le monde par peur. Il ne se laisse plus entièrement enfermer dans ses rancunes. Il se détache. Et dans ce détachement, il retrouve une liberté intérieure. C'est peut-être le premier enseignement des rêveries. On peut transformer une blessure en refuge, à condition de cesser de lutter contre ce qui ne dépend plus de nous. Le deuxième temps du cheminement de Rousseau, c'est la nature. Rousseau marche, il contemple, il observe les plantes, les arbres,
les rivières, les oiseaux. Il note des détails que personne d'autre ne verrait. Une feuille, une tige, une couleur, même une nuance de lumière. À première vue, ça pourrait ressembler à un simple passe-temps, à une distraction d'homme vieillissant qui n'a plus rien d'autre à faire. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La nature, pour Rousseau, n'est pas un décor. C'est un miroir de lui-même. Quand il regarde une fleur, il se regarde lui-même. Quand il décrit le silence d'un lac, c'est son propre apaisement qu'il décrit. La nature reflète son âme. Elle est comme un prolongement de lui-même. Il s'y reconnaît pleinement, alors que la société avait rompu ce lien. Voilà pourquoi la nature l'apaise, l'accueille. La nature devient aussi ce que les hommes n'ont pas su être. Une présence bienveillante, silencieuse, stable. C'est pour ça que ces descriptions, en plus d'être minutieuses, sont profondes de sens. Elles ne parlent pas seulement de botanique, elles parlent de psychologie, d'âme humaine. Elles disent « la nature peut soigner nos blessures intérieures ». Quand tout est brisé dans la société, il reste la terre, le ciel, l'eau, les saisons. Et ce monde sensible peut nous aider à nous reconstruire, si on prend le temps de l'habiter avec attention et reconnaissance. Aujourd'hui encore, ça nous parle. Quand on traverse une épreuve, quand on ne supporte plus le bruit ou la vitesse, on retrouve souvent un peu de paix dans une promenade, dans un paysage, dans le contact avec quelque chose de simple. Rousseau en fait l'expérience, avec une clarté qui marque le lecteur. Et il nous donne une leçon. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité intérieure, une manière de survivre, puis de renaître. Et puis vient le troisième temps, le plus profond peut-être, celui de l'acceptation de la finitude. Rousseau a vieilli, il n'est plus dans les illusions de jeunesse. Il ne cherche plus à briller dans les salons, ni à influencer les puissants. Il sait que sa vie est derrière lui. Et au lieu de le nier, il l'accepte. Il accepte la fragilité de son corps. Il accepte sa mortalité. Il accepte la petitesse de sa vie face à l'infini. Ce n'est pas une capitulation sèche. Ce n'est pas une résignation amère. C'est une réconciliation. Il regarde le temps qui passe avec mélancolie, mais sans désespoir. Il se laisse porter. Il trouve dans cette acceptation une douceur inattendue. Parce que on vit souvent dans la peur de la fin, la peur de la vieillesse, la peur de la mort, la peur de disparaître. On tente de la repousser, on la cache, on l'oublie. Mais Rousseau, dans les rêveries, nous montre autre chose. Il montre qu'on peut accueillir cette fragilité comme une part de l'existence. Que la finitude n'est pas seulement une menace, mais aussi une vérité qui nous rend plus humains. Qu'accepter que la fin, ce n'est pas s'éteindre,
mais se réconcilier avec le monde tel qu'il est. C'est peut-être la plus belle forme de liberté. Ne plus se battre contre ce qu'on ne peut pas changer. Et c'est ainsi que les rêveries tracent une trajectoire intérieure. On part d'une solitude douloureuse qui devient refuge. Ce refuge s'ouvre sur la nature qui apaise et qui devient le reflet de l'âme. Et de ce miroir naît une sagesse, l'acceptation de la finitude. C'est un chemin salutaire, un chemin qui, encore aujourd'hui, peut nous inspirer. Il nous dit que la solitude n'est pas forcément une prison, que la nature peut aussi être un soin, un allié. Ce livre est la preuve qu'on peut, même tard, transformer la douleur en sérénité.